Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. La différence entre le succès et l'échec, c'est l'action. À partir du moment où tu décides de te mettre en mouvement, tu vas créer quelque chose et heu et tu vas faire des erreurs. Moi, j'en ai fait des milliers, des millions des erreurs dans ma vie, heu, mais ces erreurs m'ont pas empêché d'avancer. Dans ce 31e épisode, j'accueille Ibn Arabi El Ghoni, actuellement chef de produit chez Salam Gateway. Salam Gateway, c'est un média basé à Dubaï, dont l'objectif est de couvrir les tendances dans le secteur des produits islamiques dans le monde. Dans cet entretien, on parle de ses différentes expériences en Angleterre, Dublin et Dubaï. On fait le point sur les chiffres et les pays clés où les produits islamiques sont en plein essor, ainsi que leurs perspectives d'avenir. S'il y en a qui écoutent et qui se disent: «Ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en ai marre de bosser». Regardez ce qui se fait ailleurs, regardez ce qui se fait aux États-Unis, regardez ce qui se fait en Malaisie, regardez ce qui se fait à Dubaï et faites-le chez vous, en France. Il y a plein de trucs à faire. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Ibn Arabi. Alaikum salam. Comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien. Eid Mubarak. Eid Mubarak à toi et encore une fois à tous les auditeurs. Hier, j'ai mené une interview, ça sortira bientôt, Inch'Allah, avec une personne à San Francisco et il me parlait un peu de comment le ramadan et le jeûne et l'Aïd s'était passé pour lui. Ouais. Ça se passe pour toi à Dubaï? Bah, écoute, c'était spécial, hein. Je pense, comme tous les musulmans, dans le monde, avec le confinement, avec le covid. Moi, j'ai la chance, d'avoir de la famille ici à Dubaï, donc j'ai passé le ramadan, en famille, avec ma petite sœur, mon beau-frère, ses enfants et du coup, ben, j'étais pas seul et c'était un très, très bon moment au final, au-delà de l'épreuve de se ressourcer, de faire une forme, d'introspection, de se remettre en question et aussi de passer beaucoup de temps en famille. Donc c'était, comme disent les Anglais, «a blessing in disguise». Une bénédiction déguisée. Voilà, exactement. Ah bah écoute, super. Est-ce que tu pourrais te présenter? Commencer? Ouais, succinctement, alors, ben, tu as déjà dit mon nom, hein, Ibn Arabi Al Ghoni. Je suis né en France de parents, tchadiens, qui ont immigré, au tout début des années 80, guerre civile au Tchad, partie de la famille en politique. Donc, mes parents sont arrivés en tant que réfugiés politiques, en région parisienne. J'y ai grandi, et puis à l'âge de 20 ans, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti à l'aventure, à l'étranger. Mmh. Par rapport juste à la guerre civile au Tchad, ça, bon, c'est pas trop le on va pas s'attarder dessus pendant longtemps, mais ça m'intéresse et j'ai pas trop de culture par rapport à ce sujet. Ben, comme beaucoup de pays, d'Afrique, ouais, d'Afrique subsaharienne en particulier, heu, l'héritage colonial a laissé, des divisions, très, très profondes, au sein des sociétés, qui étaient des sociétés souvent traditionnelles avec des frontières naturelles qui étaient complètement différentes. Des jeux de pouvoir qui se sont faits aux indépendances, dans les années 60-65. Et puis coup d'État sur coup d'État, ethnie contre ethnie, nord contre sud, ce qui fait que le Tchad a connu une des guerres civiles, les plus longues, en Afrique. Mmh. Ça reste un pays qui malheureusement, subit énormément de difficultés institutionnelles, économiques, tensions interethniques. Mais, c'est un pays que j'aime et je sais pas, on pourra peut-être en parler plus tard. Mmh. Euh, Ça reste mes racines, ça reste le pays où mes ancêtres ont évolué pendant des centaines d'années et ça reste aussi mon pays. Et je suis tout à fait confortable avec ces deux identités. D'accord. Je regarde là sur la map, je savais même pas exactement où c'était situé, au C'est sud de c'est la le cœur de Libye. l'Afrique, ouais, Ouais, c'est vraiment au exactement. centre, hein, au nord du Congo et entre le Soudan et le Niger. C'est un grand pays, hein. C'est ça, c'est ça. Un pays énorme, 2 fois et demi la France. Heu, Mmh. je te fais la promo, rapide, touristique, le plus beau désert au monde,
c'est ce que certains disent. Et Mhm. à l'occasion, Inch'Allah, si tes auditeurs souhaitent en savoir plus, il y a un très beau reportage de Nicolas Hulot sur le désert tchadien. C'est le seul endroit dans le Sahara où tu peux faire de la plongée dans une oasis naturelle. Il faudra que je passe mon certificat de plongée. Vas-y, fonce. Fonce si tu veux voir ça. Puis ensuite, direction de Tchad. Voilà, Inch'Allah. Cool. Inch'Allah. Donc tu disais, à 20 ans, tu prends ton sac à dos. Tu prends ton sac à dos pour aller où? Pourquoi? Bah, alors, le où c'est simple, le pourquoi c'est un peu plus compliqué. Alors, le où c'est je me dirige vers l'Angleterre, Birmingham. Euh, j'ai un cousin à cette époque qui vit là-bas, qui se débrouille à peu près. Et je suis en fin de première année de fac et je me dis, bon, entre la première et la deuxième année du DUG éco-gestion que je faisais, je me suis dit, je vais, euh, je vais aller bosser un petit peu en Angleterre. Je vais en profiter pour apprendre un peu l'anglais. Et puis, je reviendrai en septembre pour reprendre, septembre-octobre, pour reprendre les études. Et le pourquoi, c'est aussi ben, je me dis, à un moment, je suis sur les bancs de la fac. Bon, j'y vais pas tous les jours, j'y vais pas tout le temps. C'est pas super encadré. Et je me pose la question fondamentale de mon devenir et je me dis, bon, est-ce que si je continue ce que je fais là, maintenant, chaque jour, je vais vraiment faire quelque chose de ma vie dont je serai fier et dont mes parents seront fiers un jour? Et j'étais pas sûr du tout. Et je pars en Angleterre, vraiment indécis sur au final ce que je voulais vraiment faire. Et c'était pas des vacances plage ou hyper sympa. Non, j'ai demandé à mon cousin de m'aider à trouver un job. Et puis, il m'a trouvé un job avec un groupe de Tchadiens, justement, pour beaucoup des clandestins qui ont pas de papier ou qui ont des faux papiers, dans un entrepôt dans le West Midlands. Se lever à 5 heures du matin, tu fais des journées de 12, 13 heures, 14 heures à pousser Wow. des chariots. Et puis, tu rentres le soir dans un bus épuisé, la tête vide. Et puis, j'ai réussi, grâce à ça, à faire un peu d'argent. Et, euh, et quelque part, c'était l'accouchement dans la douleur d'une réalisation. Euh, la réalisation il fallait pas hésiter à souffrir, à se jeter dans quelque chose qui n'était pas forcément agréable, euh, pour avancer, pour aller de l'avant, pour se prendre en main. J'étais plus le fils à ma maman qui rentrait le soir avec un repas tout prêt, on s'occupe de tout. J'étais là, en Angleterre, avec les autres, avec des immigrés, j'étais de nouveau, quelque part, un immigré, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, ce que je te dis. Bien Et, sûr. mais, et j'avais le choix. Je n'étais pas obligé de me retrouver dans cette situation. Mais je l'ai choisi en fait pour me faire un petit peu violence. Mhm. Pour utiliser les buzzwords et les mots qu'on entend souvent, sortir de ta zone de confort. Tu voulais un peu provoquer de grosses opportunités avec beaucoup de travail. On va dire qu'il fallait grandir, quoi. C'était le moment. À 20 ans, c'est dur, hein. Non, en général, on est encore assez. Enfin, en tout cas, à notre époque, 20 ans, c'est très souvent encore assez immature. Bah oui, à 20 ans, moi, mon groupe d'amis d'enfance, des gens que je connaissais depuis, on savait pas parler qu'on se connaissait déjà, des gens de ma ville, où j'ai grandi, Bagneux. Bah, à 20 ans, ils étaient en coloc, ils jouaient je sais plus à quel jeu, ils jouaient à un jeu en ligne. Il y en a qui avaient passé sur 3 ans de vie. Il y en a qui avaient passé plus d'1 an en termes d'heures d'affilée. Euh, donc voilà, mon entourage, bah, ils étaient moyennement motivés, on va dire, Mhm. en termes de carrière, en termes d'études, en termes de réussite. Ils avaient fait des trucs, mais c'était pas un environnement qui était ultra motivé, ultra ambitieux. On vivait un peu au jour le jour et puis on faisait ce qu'on pouvait. D'accord. Suite à ça, du coup, tu as réussi à mettre un peu de côté. C'était pourquoi? C'était pour poursuivre des études? J'avais pas de plan particulier quand je suis parti en Angleterre. Le plan, Mhm. c'était tu y vas, tu restes 3 mois et puis tu rentres en France et tu enchaînes avec ta deuxième année de DUG. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que au bout de ces 3 mois, je me suis vraiment dit,
c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Je me sentais déjà changé, en fait. Je me sentais déjà plus responsable. Et ben, je me dis, ben, écoute, 3 mois, c'est pas suffisant pour apprendre l'anglais et pour me sentir confortable dans cette langue. Je vais vraiment rester 1 an de plus. Je mets mes études en pause et puis là, j'apprends l'anglais. Je m'y mets sérieusement. Je me paye des cours de langue et, euh, et, euh, et j'enchaîne à côté un job à mi-temps. Et je me prends un petit appartement en coloc. Voilà. Donc le trio de l'étudiant expat qui n'a pas beaucoup de sous et qui essaye de s'en sortir. Et du coup, ben, de fil en aiguille, j'y arrive. Je trouve un job dans un centre d'appel qui avait besoin de francophones. Je faisais de la certification tchèque à l'époque où ça existait encore. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, Je sais pas. les Tchèques. À côté de ça, ben, je m'étais inscrit en école de langue. Je prenais des cours tous les matins et puis tous les après-midi, j'allais au boulot. Et puis voilà. J'ai commencé à me faire des amis. J'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient d'horizons différents, de différentes nationalités, d'expériences différentes, de classes sociales différentes. Euh, et, euh, et puis, au bout de cette année qui s'écoule, un petit peu avant, je me dis, mais en fait, je suis en train de me construire une vie. Pourquoi est-ce que je ne resterai pas plus longtemps? Pourquoi est-ce que je ne reprendrai pas mes études ici, tout simplement? Je m'en sors, ça va, j'arriverai à rebondir. Il faut faire confiance à un moment aussi en Dieu, en Allah, et en se disant, bon, ben, si on se donne les moyens, on peut, tu vois. Je ne te la fais pas vraiment à l'américaine. Enfin, ces gens qui se disent, ah, il suffit de le penser pour que ça marche. Non, mais effectivement, si tu fais des efforts, même si tu obtiens pas exactement ce que tu avais pensé obtenir, tu arriveras quelque part. Et du coup, je me décide et je commence à postuler en fait à des universités anglaises directement. Et je me dis, bon, ben, on va essayer. On va essayer et j'arrive à obtenir une inscription dans une fac qui me plaisait bien. Euh, et je n'avais pas les sous pour les frais d'inscription. C'était la première année où ils instauraient les frais de scolarité en Angleterre. Et, euh, et à l'époque, c'était 1250 livres sterling par an D'accord. d'inscription. Et je ne les avais pas. J'avais à peine assez pour payer ma petite chambre d'étudiant et 3 repas par jour. Et je ne les avais pas vraiment. Mais coup du destin, je tombe sur une personne exceptionnelle, une, une amie qui était devenue une amie, une anglaise, qui était convertie et qui me dit, ben, écoute, moi je te fais confiance et je sais que tu peux y arriver, donc je te prête l'argent pour commencer tes études et puis quand tu pourras, tu me rembourseras. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études à Aston University à Birmingham. Puis j'ai fait des études correctes, j'ai réussi à obtenir ma licence avec mention. J'ai fait un stage chez Peugeot entre ma deuxième et ma troisième année, un stage de 1 an. Et ben à ce moment-là, du coup, j'ai réussi à avoir un petit salaire qui m'a permis de la rembourser. J'étais très, très fier. Et ce qui m'a permis aussi de mettre de côté et puis de pouvoir terminer ma licence. Voilà. D'accord. Euh, je termine en 2009 et puis 2008-2009, crise économique. Je commence à postuler, mais il n'y a pas de job. Je me demande si je rentre en France. Et puis là, je me dis, je suis sur ma fin. Je n'ai pas encore réussi à atteindre les objectifs que je voulais atteindre. Et puis je m'étais fixé aussi d'aller plus loin, d'aller jusqu'au master. Et je me dis, Aston a une très, très bonne business school. Pourquoi est-ce que je ne continuerai pas? Une business school, le master, on passe de 1500, 1250 livres par an à plus de 10 000 livres pour une année. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix? C'était la crise, c'était la cata. Et puis je me dis, moi, je vais quand même essayer, puis on verra. Et puis pareil, je tape à des portes et mes parents n'avaient pas forcément les moyens de payer mes études. Mais je tape à des portes et puis pareil, les amis, une autre amie cette fois-ci qui me fait confiance et qui me dit, écoute, vas-y, je te prête une partie de l'argent.
j'ai pris un prêt pour une autre partie de l'argent et puis j'ai fait des petits boulots à gauche à droite pour me financer le reste. Mhm. Et j'arrive à terminer mes études comme ça. Super. Pour commenter un peu ça, c'est fou comme à chaque fois, de manière consistante, tous ceux qui décident un jour ou l'autre d'avoir une expérience à l'étranger ou même ne serait-ce qu'une courte période, quasiment 100% du temps, c'est un élément déclencheur chez eux en fait. Dans leurs objectifs, dans leur maturité, c'est toujours quelque chose de bénéfique en fait, le voyage. D'ailleurs, quasiment tous ceux que j'ai interviewés ont à un moment donné fait un voyage ou sont partis quelque part et c'est là que leur aventure commence. Ah, mais complètement, complètement. D'ailleurs, le voyage, c'est même pas forcément un voyage international. Il peut juste s'agir de décider de quitter sa ville, son village et d'aller 50 kilomètres plus loin en se disant, bah, vas-y, je tente l'aventure. Même 50 kilomètres, c'est une aventure. Et, euh, et, euh, et en fait, quand tu ne te sens pas avancer, moi en tout cas, quand je ne me sens pas avancer, j'ai besoin de changer quelque chose dans mon environnement. Et ça peut être Oui, changer de lieu, ça peut être juste déplacer les meubles, ça peut être, tu vois, ça peut être toutes sortes de le choses travail. bah ouais, et puis quelque part, ce changement extérieur, parfois, il aide à amener un changement intérieur. On a ce concept d'ailleurs en islam, hein, le concept de la hijra, que beaucoup de musulmans en France euh, considèrent parfois à tort, parfois à raison. C'est vraiment une question personnelle, mais, euh, mais effectivement, le fait de changer quelque chose quand on ne se sent pas avancer, pour moi en tout cas, ça a toujours été un facteur positif. Puis après, je me dis aussi que c'est peut-être aussi les racines nomades de mes ancêtres qui font que j'ai la bougeotte. Donc j'ai vu sur ton LinkedIn, tu as eu pas mal d'expériences. On peut rapidement les survoler pour en arriver à ce que tu fais maintenant. Bien sûr. Après mon master en économie, j'ai eu la chance. euh, enfin, l'économie commence vraiment à repartir à ce moment-là. Je termine en fin 2010. Ça commence à aller un peu mieux dans l'économie. Et puis, je commence à chercher du boulot parce que j'ai terminé mon master, j'ai terminé ma thèse et ma thèse de master. Et je me dis, bon, bah voilà, c'est le moment, quoi. Allons-y. Et j'avais pas forcément envie de rentrer en France. J'aimais bien l'idée de rester à l'étranger. Après, j'avais passé un peu plus de 6 ans en Angleterre. Je me disais, bon, on va essayer de voir un petit peu autre chose. Et je commence à postuler. Et puis, je me dis, bon, on va essayer Google, pourquoi pas, hein. Bon, ça avait l'air hors portée pour quelqu'un comme moi. Mais, euh, j'arrive à passer les entretiens. Et puis, je suis pris à Google. Là, le rêve américain, on va dire, le rêve américain, c'était une expérience géniale, Google. Je commence Google Pologne. Je n'avais pas mis ça sur mon LinkedIn parce que je suis resté un peu moins d'un an en Pologne avant d'être promu vers une autre position à Dublin. Mhm. Mais je vis 8 mois en Pologne, une expérience très sympa. C'est un petit peu difficile. Au bout d'un moment, c'était une forme de racisme qui devenait un petit peu agressif, que je n'avais pas vécu en fait ailleurs, que je n'avais pas vécu en Angleterre, que je n'avais pas vécu en France. Et un petit peu d'agressivité ambiante dans les rues de la part de certaines personnes. Et au bout d'un moment, c'était vraiment plus confortable. Donc voilà, et puis j'ai une opportunité derrière qui s'ouvre à Dublin et je la saisis au vol et je me retrouve à Dublin. Alors voilà, Google, pour pour les stéréotypes, c'est une piscine dans le bâtiment de travail, c'est une grande salle de sport, c'est des snacks toute la journée, mais c'est aussi un environnement très compétitif avec beaucoup de gens brillants. Je me suis fait très très bons amis là-bas euh, et avec une éthique de travail qui est très intéressante, avec toujours cette, euh, cette culture de l'apprentissage et des projets pour apporter une valeur ajoutée. Donc, très très bonne expérience dans l'ensemble.
Mais au bout de 3 ans, bah, je commence à me dire, attends, je commence à stagner un petit peu. Et puis, j'ai un peu la bougeotte. Je me dis, tiens, j'aimerais bien voir autre chose encore. Mmh. Et puis là, ben, j'ai une opportunité en fait à Londres, chez Amazon, que j'accepte. euh, et je prends mon vol, je dépose mes affaires, je loue un appart, je dépose mes bagages rapidement. Et puis, je m'envole euh, le lendemain directement pour les Émirats pour Mmh. me fiancer. J'ai OK. mon, voilà. Donc, j'ai maintenant mon ex-femme qui, euh, qui avait grandi, euh, qui avait grandi aux Émirats, qui vivait là-bas. Et Mmh. on avait décidé de se fiancer et puis de décider un peu plus tard de l'endroit où on se fixerait ou qu'elle me rejoigne éventuellement à Londres. Mais je passe une semaine aux Émirats et puis j'en profite pour rencontrer quelqu'un qui m'avait approché plusieurs mois plus tôt par LinkedIn et qui m'avait proposé de venir gérer son business. C'était un tout petit business, mais qui faisait un truc que j'avais étudié, qui faisait des SIG, systèmes d'information géographique. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. Pas trop, Mais non. ouais, en gros, c'est de la cartographie, Cartographie. D'accord. ouais, avec l'utilisation des systèmes d'information et de la géographie Mmh. euh, pour faire de l'analyse. Il me dit, bah, écoute, tu as fait une licence là-dedans. C'était un cousin que je connaissais absolument pas. Et il me dit, j'ai investi moi dans ce business-là. Mon ancien gérant, il doit partir. J'aimerais bien que tu viennes, tu considères au moins gérer la boîte. Je n'avais pas vraiment considéré le truc parce que je me suis dit, bon, c'est un petit truc, c'est un peu risqué et tout. Il m'a vraiment convaincu en me disant, écoute, viens voir les bureaux, euh, tu auras du staff, il y a déjà quelques contrats qui fonctionnent. Je pense vraiment que tu peux faire quelque chose. Et puis au bout d'une semaine, en fait, je suis convaincu. Je me dis, tiens, c'est un pays sympa. Il fait chaud. Ma femme est déjà là. Elle a déjà un boulot ici. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Ben, du jour au lendemain, en fait, j'envoie un email à Amazon. Je leur dis, écoutez, je suis vraiment désolé. Euh, j'ai fait un choix de vie personnel et je dois annuler mon contrat. Et je fais l'aller-retour au bout d'une semaine à Londres pour récupérer mes affaires, fermer l'appartement et puis je débarque à Dubaï. En quelques semaines, tu passes de Dublin, Londres, Dubaï, tu reviens à Londres, tu repars à Dubaï. C'est ça, C'était rapide. Fiançailles. très très rapide. Ouais, ouais, tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment, je crois que c'est un peu comme quand je suis parti en Angleterre, c'est que c'est souvent comme ça que ça se passe dans ma vie. C'est parfois il y a des moments un petit peu décisifs comme ça où tu te dis, bon, ben, allez, on va faire le choix, on va un peu sauter dans le vide en se disant, bah, il y a des chances que ça marche. Et puis, Mmh. euh, et puis on y va. Puis au pire, on n'a pas grand-chose à perdre. Exactement. Enfin, on a toujours quelque chose à perdre, hein. Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais après, l'idée, c'est de surmonter un petit peu cette peur-là. Et puis, il y a une forme de candeur aussi en se disant, ah, il y a des chances que ça soit mieux. Donc, on va tester. Voilà. Avoir de regret. Non. OK. Du coup, depuis ce moment-là, tu es toujours à Dubaï. Tu as pas bougé Voilà. depuis quoi? À peu près 6, 7, 8 ans, c'est ça? Ouais, presque 7 ans. Ça fera 7 ans cette année. Mmh. 7 ans cette année. Donc, j'ai géré ce business pendant un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Il y avait beaucoup de problèmes avec le business, des problèmes assez fondamentaux. Mmh. Quelques soucis de corruption, quelques soucis liés à l'économie, des bureaux qui étaient extrêmement chers, un PNL qui était pas facile à gérer en fait. Des bureaux chers, du staff, des contrats à moitié terminés, beaucoup de conflits euh, préexistants avec les clients. Euh, voilà, donc je me suis retrouvé à gérer ce bateau en tant que capitaine pour la première fois, fraîchement débarqué de Google euh, avec toute la confiance que j'avais en mes capacités. Puis là, je me retrouve à gérer un truc qui était complètement ingérable. Et je me dis, ben mince, quoi.
c'est c'est pas évident. Et ouais, bon, bah, j'arrivais plus à me payer. Je pouvais plus payer les 2 ingénieurs qui me restaient. Plus de bureau. Enfin, j'étais le dernier à quitter le bateau, mais au bout d'un moment, bah, j'ai dit, allez, on met la clé sous la porte. Et puis j'ai essayé d'aider tant que je pouvais les 2 jeunes ingénieurs qui restaient dans la boîte. J'ai fermé les derniers contrats et puis je suis passé à autre chose. J'ai Hmm. rebondi après sur un certain nombre de choses. J'ai créé une petite agence derrière, une petite agence marketing. Pareil, 2014, 2015. L'écosystème n'était pas forcément hyper développé. Je me suis dit, je vais mettre en valeur mes, euh, mes compétences en marketing digital. Ça a un petit peu marché, mais pareil, en termes de cash flow, c'était pas évident. Euh, et puis après, j'ai bossé pour 3 boîtes, 3 belles boîtes. J'ai bossé chez Swift, j'ai Ouais. bossé chez donc Swift paiement interbancaire. J'étais chargé de grands comptes là-bas. J'ai bossé chez L'Oréal. J'étais en charge du marketing digital pour la division luxe de D'accord. L'Oréal. Et puis là, depuis un peu moins d'un an, je suis chez Dinar Standard, Salam Gateway, qui est spécialisé dans l'économie islamique. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Salam Gateway? C'est un média assez récent. Un média, effectivement, assez récent. Donc, il s'agit vraiment d'un média presse qui se spécialise dans, dans ce qu'on appelle les marchés de l'économie islamique. Euh, ce qu'on entend par là, en fait, au final, c'est toutes ces entreprises, tous ces services euh, qui, qui servent les besoins et les demandes qui sont plutôt spécifiques aux consommateurs de confession musulmane. Hmm. Donc, on couvre un petit peu l'actualité en termes d'industrie du halal en général, que ce soit dans l'agroalimentaire, les cosmétiques, la pharmacie. On Oui. fait, euh, on fait tout ce qui est en rapport avec la finance islamique et, euh, et ce qui est en rapport avec le mode de vie musulman. Donc, la modest fashion, le voyage qui prend en compte les besoins des musulmans. On a une couverture globale. L'idée vraiment pour nous, c'est pas de couvrir une région particulière. Hmm. Il y a un quart de la population mondiale qui est musulmane. Et sur les 56-57 pays à majorité musulmane, il y a aussi à peu près 500 millions de musulmans qui vivent en minorité dans d'autres pays, que ce soit en Occident, en France ou aux États-Unis ou en Inde, qui sera bientôt le premier pays en termes de nombre de musulmans au monde. Tout ça, Hmm. ce sont des marchés considérables qui sont pas forcément dans le radar de la plupart des industriels, en tout cas pour le moment, ou des investisseurs. Vous couvrez, tu me disais que tu viens de le citer, donc la finance islamique. Là, je suis sur le site, donc je peux voir en parallèle l'industrie du halal et le lifestyle. Donc, ça couvre pas mal de choses, lifestyle, modest fashion, etc. Mhm. En termes de chiffres. L'économie créative, Hmm. digitale, des trucs comme Muslim Pro, le design, il y a plein de choses Hmm. qui sont couvertes. D'ailleurs, Muslim Pro, ça a été créé par un Français qui est basé à Singapour aussi. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais, exactement. C'est un Français qui va à Singapour. C'est quand même bizarre, hein. C'est pas un musulman qui a créé l'application. Il y a tellement C'est de monde qui marrant. l'utilise. Mais quelque part, il a compris quelque chose d'important, c'est qu'il sert un besoin qui est hyper précis, et c'était le premier à prendre la balle au bon et à dire, bon, ben, je passe à l'action. Hmm. Et moi, j'aimerais tellement voir, ben, d'ailleurs, qu'ils soient musulmans ou pas, tant qu'ils font les choses avec intégrité et qu'ils apportent une valeur ajoutée importante, c'est vraiment le plus important. Hmm. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais apparemment, on m'a dit du bien de lui. On m'a dit qu'il était D'accord. super sympa. Euh, et ouais, peut-être que je le croiserai un jour à Singapour. J'aurai l'occasion
y parler. Inch'Allah. Ouais, bah oui, Inch'Allah. c'est un petit monde. C'est clair. Ouais, je te disais, en termes de chiffres, Salam Gateway, donc c'est un média jeune. Est-ce que vous avez Un beaucoup média jeune. une couverture, en termes de couverture, ça représente quoi? Combien de personnes, de visiteurs, de... Page vue, bon, pour l'instant, ça reste modeste, hein, on est encore assez niche. On est à peu Mmh. près à 1 million de page views par an. Euh, Mmh. un peu plus de 100 000, près 100 000, ouais, en ce moment, en tout cas par mois, mais en très forte croissance. Et puis, surtout le truc, c'est qu'avec un secteur niche comme ça, il y a vraiment un travail d'éducation Mmh. et de notoriété. C'est pas forcément un secteur qui est connu ou compris, alors qu'il a une taille énorme. Et Ouais. l'idée, c'est vraiment pour nous aussi de faire ce travail, je vais employer un terme d'évangélisation, enfin, si tu vois ce que je veux Mmh. dire, Oui, bien sûr. sans que ça soit, d'ailleurs, nous, on n'est pas un média religieux. Mmh. On est vraiment un média business, mais qui couvre le business d'une catégorie de consommateurs qui ont une religion. Mmh. Donc voilà. Bien sûr. Et, très très suivi en Asie du Sud-Est, en particulier du côté de la Malaisie, euh, forte croissance en Indonésie, Singapour aussi, pas mal connu. Euh, Asie du Sud, donc Inde, Pakistan, Bangladesh, Moyen-Orient, Dubaï, enfin les Émirats, et puis aussi pas mal en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, qui a une communauté musulmane, business très dynamique, Mmh. le Royaume-Uni aussi, et peu, mais de plus en plus dans les autres pays. D'accord. Ce média a été créé sous quelle initiative? C'était une initiative d'une entité qui dépend du gouvernement de Dubaï, qui s'appelle le Dubai Islamic Economy Center, Mmh. et qui, dans un premier temps, était un projet entre le Dubai Islamic Economy Center et Thomson Reuters, qui est devenu maintenant Refinitiv. Mmh. Thomson Reuters ont un intérêt important dans les questions d'économie islamique, en particulier en finance islamique. Ils procurent énormément de données sur ces sujets. Et donc, il y avait une forme de, de synergie entre leur activité et ce projet-là. Et puis, depuis l'année dernière, depuis septembre dernier, Thomson Reuters a passé la main à Dinar Standard, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les questions de l'économie islamique et dans les pays de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, donc les pays à majorité musulmane, dans la gestion et le développement de la roadmap de ce produit, si on Mmh. considère ça comme un produit. Donc voilà. Donc là-dessus, il y a quelque part aussi une volonté euh, de l'Émirat de Dubaï de se positionner euh, sur les questions de l'économie islamique en tant que, en tant que, en tant que, en tant que porte-voix, en tant que euh, 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 pour faire croître ce secteur et pour évidemment en faire bénéficier l'économie locale. Mmh. Ouais, c'est super, ce genre de médias, c'est vraiment intéressant. On sent que l'économie islamique, tout ce qui est l'industrie du business, pour les musulmans est en plein essor, et notamment, comme tu dis, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis. On sent que ça bouge beaucoup là-bas, et ce genre de médias, c'est important pour se tenir au fait des avancées, des nouveaux business, dans le domaine. D'ailleurs, je t'ai entendu, tu as fait un webinaire récemment Avec IFAS, avec IFAS, oui, Boubacar Ajdir, que j'ai déjà interviewé Boukar, d'ailleurs, ouais, effectivement, et Zoher, le cofondateur de Ouma.com. cofondateur, d'accord. Voilà. Tu parlais un peu des perspectives d'avenir de la finance islamique. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce sujet-là? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous définir un peu qu'est-ce que la finance islamique, et les chiffres clés notamment, actuellement? Ouais. Alors,
peut-être plus globalement, ce que je peux offrir ici, c'est peut-être plus une définition de ce qu'on appelle les marchés de l'économie islamique, Oui. et dont la finance islamique effectivement fait partie, Mhm. est un maillon essentiel, hein, le financement qui adhère aux préceptes et aux interdits islamiques. Mais l'économie islamique, c'est tout ce qui est, tous ces secteurs dont les produits principaux ou les services offerts Mhm. sont structurellement impactés par l'éthique et le droit musulman. Mhm. C'est une définition hyper simple, mais qui résume dans son essence ce que ça veut dire. Donc concrètement, en tant que musulman, bon, pratiquant, on va dire, qui suit un petit peu les préceptes les principaux, euh, euh, la façon de manger, ce qu'on mange, comment on mange, tout ça, il y a des règles en islam. On doit faire en sorte que si on mange de la viande, l'animal doit être traité et égorgé d'une certaine manière. Euh, on doit se tenir à l'écart de certains aliments, de l'alcool. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que c'est un secteur qui est réel, qui existe et qui tient compte de ses besoins spécifiques aux populations musulmanes. Un secteur qui ne serait pas forcément inclus dans cette définition, ça serait par exemple un fabricant de meubles qui fait des meubles en bois. Enfin, Mhm. concrètement, il n'y a pas de règle particulière là-dessus et on ne l'inclut pas dans la définition. Mhm. Par contre, s'il s'agit de contracter de faire un emprunt, en principe, l'emprunt à intérêt, dans la plupart des conditions, sauf quelques opinions divergentes relativement minoritaires, c'est complètement interdit pour un musulman de prêter à intérêt ou de faire un emprunt à intérêt. Et voilà, Mhm. donc toutes ces choses-là, tous ces secteurs-là, toutes ces concepts, ces traditions, ces règles euh, forment la base d'une économie et d'un marché qui est Mhm. cohérent et qui est mondial. Euh, Après, en termes de chiffres, on parle de chiffres énormes. On parle de 2200 milliards de dollars en dépenses dans ces secteurs qu'on vient de définir euh, Mhm. en 2018-2019, sur un an, avec un taux de croissance qui est extrêmement fort, enfin jusqu'à la crise en tout cas, et puis on réévaluera les choses après. Mais on était à Oui. plus de 5% de croissance annuelle sur l'ensemble de ces secteurs, Mhm. sachant qu'on a une population musulmane qui représente 25% de la population mondiale Ok. et qui grandit plus vite que la moyenne mondiale. Donc c'est des secteurs qui sont extrêmement intéressants. Et ces secteurs-là, on les définit comme étant l'alimentaire, le fashion, le média, le divertissement, le voyage, euh, en rapport avec les habitudes des musulmans, les pharma, les cosmétiques et la finance islamique. Voilà. Finance islamique qui est séparée de ces chiffres-là et qui représente aussi individuellement 2500 milliards de dollars. Oui. Qui est quand même très minoritaire par rapport à la finance globale, mais qui a un poids quand même. Et les pays clés par rapport à tout cela, j'imagine qu'il y a l'Asie du Sud-Est, peut-être l'Afrique. Oui, par pays clé, en fait, faut qu'on s'entende peut-être un peu sur ce qu'on entend par pays clé. Si on parle de pays clés en termes de poids démographique, à ce moment-là, on prend le classement des pays par population musulmane. Et là, tu vas avoir des pays comme l'Indonésie, premier pays musulman au monde, probablement suivi par le Pakistan et l'Inde. Mhm. Euh, mais nous, dans notre définition de ce qu'on appelle le classement global, l'indice global des économies islamiques, on prend ça en compte, mais les facteurs, on prend une quarantaine de facteurs en compte là-dessus, parmi lesquels on a des choses comme le support institutionnel, l'existence et la sophistication de standards au sein de ces pays, en rapport avec
les différents secteurs de l'économie islamique, que ça soit bancaire ou que ça soit dans l'agroalimentaire. On prend en compte les infrastructures, on prend en compte l'existence, la quantité et la qualité euh, de publications, de recherches sur les différents secteurs en rapport avec ça. On prend en compte d'autres choses comme le nombre d'événements qui sont en rapport avec l'économie islamique. Donc voilà, c'est vraiment un travail en profondeur qui a été fait là-dessus. Et ce qui en ressort, en tout cas ce qui en ressortait l'année dernière, c'était que la Malaisie arrive de loin en place numéro 1 dans, dans sa maturité du point de vue de l'économie islamique, suivi de pays comme les Émirats en deuxième position, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie. Voilà, beaucoup de pays du Golfe et les pays d'Asie du Sud-Est. D'accord. Et puis aussi des pays comme les États-Unis, où la population musulmane est très, très petite, je crois que c'est 1 ou 2%, mais où il y a Ouais, beaucoup d'activités. tout à fait. Alors, 1% sur une population d'un peu plus de 250 millions d'habitants, voire 2%, ça reste un chiffre conséquent, surtout qu'en termes structurels, euh, les, les musulmans américains sont plutôt dotés en termes de classe moyenne. Ils ont beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès, que ce soit dans les professions libérales ou dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est des gens qui ont une voix beaucoup plus importante et un pouvoir d'achat hyper significatif. Mais après, en parlant de dynamisme en Occident en particulier, hein, la population musulmane américaine, euh, elle est quasiment, enfin, ça doit représenter, je sais pas, peut-être 3-4 millions. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais on parle de 3-4 millions de musulmans aux États-Unis. On parle, je ne sais pas si tu connais mieux les chiffres que moi là-dessus, entre la France et la Belgique, on a peut-être entre 6 et 7 millions. Encore une fois, on n'a aucun chiffre officiel, mais c'est des chiffres hyper intéressants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi les acteurs principaux de cette économie islamique, tu as énormément de multinationales occidentales, y compris les multinationales françaises, les Danone, les Nestlé, etc., les L'Oréal. Ils ont un rôle euh, très très important. En tout cas, ils ont des volumes de vente vers les pays musulmans extrêmement importants. Et ils font du halal quand ils vendent à la Malaisie ou quand ils vendent aux Émirats ou quand ils vendent en Arabie Saoudite. Ils en font. Mais, mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça commence à changer. On l'a vu aussi avec ce ramadan sur certaines enseignes en France. Jusqu'à présent, les populations minoritaires musulmanes en Occident restent négligées par les grands acteurs et les grandes multinationales. Hmm. Quels sont les divers facteurs de croissance de l'économie islamique? Bon, on en a cité un, la présence et l'activité de ces multinationales qui drive beaucoup justement l'offre qui existe sur les marchés des consommateurs musulmans. On en a d'autres, on a cité notamment la croissance démographique dont on a parlé, le poids des institutions et le rapport des institutions à ces secteurs. On a aussi la croissance du pouvoir d'achat, que ce soit chez nous, euh, en France, ou dans les pays où les musulmans sont minoritaires ou ont une histoire relativement récente, avec des générations d'enfants, d'immigrés qui, pour certains, arrivent à à faire des études, à réussir dans l'entrepreneuriat ou même modestement à rentrer dans la société de consommation sans être ric-rac. Et, euh, et ça, c'est un facteur hyper important et non négligeable. On a aussi l'aspect religion. Je pense que, je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, mais moi en tout cas, quand je grandissais en région parisienne, on a vu un changement dans, en fin des années 90, début des années 2000, même avec les attentats, etc.
ça n'a pas forcément refroidi les jeunes musulmans qui grandissent en France. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus plus religieux, qui soudainement, manger halal, ça devenait un marqueur identitaire. Tu n'étais pas obligé de faire la prière, tu n'étais pas obligé de… Tu pouvais boire, tu pouvais sortir en boîte, mais par contre, il fallait que tu manges halal. Si tu ne manges pas halal, tu n'es pas musulman. Donc, il y a aussi tous ces facteurs un petit peu sous-jacents, tu sais, à ces mouvements de consommation qui font que tu es ce que tu consommes, si tu vois ce que je veux dire. Tu Oui, consommes bien sûr. fair trade, tu consommes développement durable, tu consommes organique, tu consommes halal. C'est une forme, tu votes ou tu affirmes ton identité par tes choix de consommation aussi. Donc ça, c'est un facteur hyper important. Tu as d'autres choses comme l'opportunité commerciale que représente l'économie islamique et du coup, ce que font les investisseurs qui commencent à s'y intéresser de plus en plus et qui commencent à investir dans des startups ou dans des boîtes plus établies, mais pour augmenter les capacités de production. Donc ça, pareil, c'est un facteur très, très important. Le rôle de la Oui. régulation. Les régulations, surtout dans les pays à majorité musulmane, ces derniers temps, en particulier ces 2-3 dernières années, tu as vraiment eu beaucoup, beaucoup de mouvements dans ces secteurs. Tu as des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, les Émirats, l'Arabie Saoudite qui ont mis en place des règles beaucoup plus strictes sur l'import de tout type de produits pour faire en sorte qu'ils soient euh, certifiés selon les normes que impose. Ce qui fait qu'un pays qui est exportateur, le premier pays exportateur de viande vers les pays à majorité musulmane, d'après toi, c'est qui? C'est l'Inde. Non. Non, Par je sais contre, pas. Je sais qu'ils exportent beaucoup de veau, de bœuf là-bas, mais je sais pas. non, effectivement, tu n'étais pas très loin. L'Inde fait partie des plus grands exportateurs, mais de loin, le premier pays exportateur alimentaire vers les pays à majorité musulmane, avec plus de quasiment 6 milliards de dollars, c'était le Brésil. Oui, d'accord, oui. Surtout en Asie, c'est vrai qu'on a beaucoup de viande. Exactement. Le deuxième, d'après toi, c'est qui? Le Brésil, et puis avoir peut-être possible qu'il soit l'Australie, non, peut-être pas, parce qu'ils sont assez isolés. Si. Non, non, tu y étais. C'est l'Australie, C'est effectivement. l'Australie, d'accord. Effectivement. Il y a beaucoup de L'Australie est viande le deuxième. d'Australie en Asie. Voilà, voilà. Et ben, ces pays-là qui ont des minorités musulmanes toutes petites, euh, au niveau politique, au niveau institutionnel, ils l'ont compris. Et ils ont mis en place des choses. Ils ont des abattoirs certifiés, ils ont une connaissance extrêmement précise des normes, des règles, des régulations. C'est devenu des experts du halal. Pourtant, ce n'est pas des pays musulmans. Donc voilà, quand tu t'intéresses à ce genre de choses, tu te dis, mais waouh, il y a un potentiel énorme. Et puis waouh aussi sur l'impact de la globalisation, la mondialisation, sur les flux des échanges. On a l'impression que même les non-musulmans comprennent beaucoup plus, parfois beaucoup mieux le potentiel que les musulmans eux-mêmes. Peut-être qu'ils Oui, ont plus de moyens. bon, c'est un autre débat, mais les musulmans sont endormis. Les musulmans sont endormis. On est en train de se réveiller petit à petit, mais sont endormis. Et je dis pas ça d'un point de vue belliqueux ou quoi que ce soit. Au contraire, je dis ça du point de vue de juste que les musulmans, les pays musulmans, les communautés musulmanes se prennent en main, prennent leur destin en main et fassent des choses positives. C'est clair que quand tu regardes les initiatives qui sont islamiques sont souvent plusieurs années en retard et elles marchent beaucoup moins. Il y a des pays où ça bouge beaucoup. Par exemple, aux États-Unis, je suis assez bluffé de ce qu'ils sont capables de faire. Je regarde un peu toutes les compagnies qui se créent, les initiatives. On a par exemple Lounge Good, on en parlait la semaine dernière. Euh, si tu me disais que c'était 500 millions de chiffre d'affaires par an. LaunchGood, oui, je Ouais. crois qu'ils ont, alors pas par an, mais ils ont dépassé en termes de donations, il me semble, de dons total les 500 millions de dollars. Et Oui. ça, il s'agit vraiment d'une start-up qui a été créée il y a quoi,
peut-être 4-5 ans. Oui. Deux jeunes Américains, un converti et puis un autre Américain musulman, qui ont dit bon, ben, on va faire quelque chose, il y a quelque chose à faire. Ils ont vu la montée en puissance de toutes ces crowdfunding plateformes, ces plateformes de levée de fonds. Ils Mmh. se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose plutôt orienté musulman? Launch Good, ils ne vont pas te dire c'est une plateforme pour musulmans. Il y a un fort pourcentage des initiatives qui lèvent des fonds sur leur plateforme qui sont des initiatives drivées ou en tout cas en rapport avec les populations musulmanes. Et ça, effectivement, tu as des success stories énormes comme ça. En Australie, j'étais en Australie l'hiver dernier, en décembre dernier, pour le lancement du rapport sur l'économie islamique. Et notre partenaire local, qui est un fonds de pension euh, musulman, ou en tout cas qui applique les concepts de la charia, euh, a été monté de toutes pièces par une équipe de jeunes australiens musulmans brillants, qui à l'époque étaient jeunes en tout cas, pour un secteur comme le fonds de pension et pour une communauté musulmane qui représente à peine 500 000 personnes, l'Australie. Oui. Ils ont monté un fonds de pension qui suit les principes de la charia et qui marche très très bien, très très bien. Mmh. Oui. Et là, on touche Mmh. peut-être à quelque chose de différent. C'est aussi, quelque part, c'est la différence aussi qu'on a entre les communautés, ou en tout cas les cultures des pays anglo-saxons dans l'entrepreneuriat, et puis les cultures plutôt francophones de ce point Bien de sûr. vue-là. On en parlait aussi de Wahid Invest. Wahid Invest, oui, pareil, énorme. Robot Advisors. On a la catégorie des fintech et des robots advisors, elle est en pleine ébullition. Il y a plein de petits projets qui commencent à se faire. Ça va prendre peut-être encore 6 mois, 1 an pour vraiment voir émerger des poids lourds. Mais effectivement, au Moyen-Orient, on en a, ou bien qui sont complètement Sharia compliant, ou bien qui sont un peu entre les deux. Donc, ils offrent Mmh. ils ont une offre et conventionnelle et Sharia. Mais il y a des choses qui se font. Mais même en France, il y a des choses sympas qui se font. Quand moi je vois, bon, c'est légèrement, c'est un petit peu différent, mais quand je vois ce que fait 570 Easy, qui Oui. propose des prêts immobiliers qui sont en accord avec les concepts de l'islam, pour moi, c'est du progrès. Effectivement, il y a Bien peut-être sûr. un travail à faire sur l'aspect coût de transactions, etc. Mais ça reste des initiatives qui montrent que c'est en train de bouger. Heureusement que l'entrepreneuriat permet de pouvoir développer ça sans contrainte. Bien sûr, dans la mode, dans le travel aussi. Moi, j'étais l'hiver dernier à Oman avec un petit voyage organisé par une petite agence du nord de la France que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Terre de Culture Mmh. et qui organise un voyage qui n'était pas nécessairement un voyage confessionnel, mais l'ensemble de l'expérience, le circuit, les arrêts, le type de restaurant choisi, le type d'hôtel choisi, toutes ces expériences-là tenaient compte des besoins des musulmans. Donc, Oui. que tu sois musulman ou pas, tu peux bien évidemment prendre part à ce voyage et tu t'en tireras pas mal à l'aise d'ailleurs. Mais pour un musulman, bah, ça te facilite vraiment la vie. Et ça, c'est une offre qui est, pour l'instant en tout cas, il y a 2-3 agences qui le font en France. En Et tu as France, une ouais. demande, et t'as une demande latente qui est énorme. Donc, donc en fait, moi, s'il y en a qui écoutent et qui se disent, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en ai marre de bosser. Regardez ce qui se fait ailleurs, regardez ce qui se fait aux États-Unis, regardez ce qui se fait en Malaisie, regardez ce qui se fait à Dubaï, et faites-le chez vous en France. Il y a plein de trucs à faire. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi, ouais. Il y a tellement de choses à faire, notamment dans des domaines où il y a pas de limitation. Le voyage, tu fais ce que tu veux, n'importe qui peut ouvrir, une agence de voyage, et ouais, moi aussi j'encourage, ceux qui veulent, à se lancer. Mais d'ailleurs, je vois, hein, moi j'essaie de suivre sur LinkedIn, je vois qu'il y a quelques initiatives qui sont en début de course, vraiment à leur début, qui essaient de lancer des structures, des startups dans le domaine du business, islamique, Mmh. et je les encourage, c'est super. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions, principales.
On arrive à la fin du podcast, du coup. Même si je pourrais parler encore pendant longtemps, j'aime beaucoup le sujet de l'industrie islamique. Donc, pour finir, j'ai quelques questions. Si tu pouvais regarder en arrière ton parcours, qu'est-ce qui ressort dans ton parcours qui t'a vraiment aidé, toi? Quelle décision tu as prise et quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui souhaitent réaliser des choses? Ok, ok, ouais. Premier truc, ça fait très gourou, mais c'est vraiment la différence entre le succès et l'échec, c'est l'action. À partir du moment où tu décides de te mettre en mouvement, tu vas créer quelque chose. Et, euh, et tu vas faire des erreurs. Moi, j'en ai fait des milliers, des millions d'erreurs dans ma vie. Euh, mais ces erreurs m'ont pas empêché d'avancer. La deuxième chose, c'est de ne jamais désespérer. Et je pense que pour tes auditeurs qui ont la foi, qui sont musulmans, qui croient en Dieu, qui croient en un être supérieur, faut savoir que Dieu, il t'abandonne jamais et que des épreuves, quelqu'un qui a pas d'épreuves, c'est qu'il y a un problème. Tu, tu vas en morfler dans ta vie. Tu vas continuer à souffrir et tu vas te comparer à des gens. Tu vas dire, mais un tel ou un tel, ça a l'air d'aller, il a une belle caisse ou oh, il a fait. Moi, j'ai redoublé 2 fois dans ma vie. J'ai perdu du temps dans mes études. J'ai, euh, j'ai galéré, mais au final, je suis très content même de ces galères, quoi. Ça a formé mon caractère. Faut apprendre à quelque part aimer. On peut pas l'aimer fondamentalement, mais il faut aimer cette épreuve, cette douleur qui arrive régulièrement dans la vie en se disant, il y a une raison. Il y a une raison, et c'est pas juste moi. Faut pas haïr Dieu. Au contraire, Dieu, si Allah, s'il te met des épreuves sur ton chemin, c'est aussi pour te faire grandir. Donc ça, c'est vraiment une vision purement personnelle et spirituelle. Puis le troisième truc, c'est moi j'ai toujours, et encore une fois, c'est Dieu qui met ces gens sur ton chemin, mais j'ai toujours eu, quand j'ai pas su trouver la force en moi ou les moyens, même financiers en moi, j'ai toujours trouvé des gens sur mon chemin qui ont pu m'aider, qui ont pu m'ouvrir des portes. Que ça a été financièrement, que ça a été dans les études, que ça a été dans professionnellement. Il faut pas hésiter à aller vers les gens. Il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte. On n'est pas des parasites, on a tous une fierté, on a tous quelque chose à apporter. Et même si tu le vois pas encore, ou tu le vois pas tout de suite, ou tu comprends pas exactement comment te positionner dans ce monde de brut, euh, tu as ta pierre à apporter à cet édifice. Et ça c'est vraiment fondamental. Super, bah, écoute, super enseignement, j'adhère totalement à cette vision. Euh, Est-ce que tu aurais un livre ou une référence que tu recommandes qui t'a particulièrement aidé? Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Bon, le dernier livre que j'ai lu, plutôt que j'ai écouté en audio, c'est un livre qui s'appelle, pour ceux d'entre vous qui sont anglophones, c'est Productive Muslim. Ah, Et de Mohamed Faris. c'est ça, c'est ça. Hmm. Génial ce livre. Je l'ai écouté là pendant le Ramadan et en fait, ça te permet vraiment d'imbriquer énormément de choses dans le contexte du musulman qui cherche à faire avancer sa vie et qui cherche à revoir un petit peu ses priorités et à avancer dans la bonne direction. Il donne plein de conseils hyper utiles et qui sont vraiment super bien contextualisés dans la vie spirituelle d'un musulman. Donc, je ne sais pas si le livre il a été traduit en français. Je pense Mais pas, non. si, Peut-être. Je vérifierai, je regarderai s'il est en français, mais je pense pas. Je l'ai pas lu. J'étais pas sûr de si c'était peut-être un truc, tu vois, collectif Muslim, un peu qui sort sur la vague de productivité, c'est un peu de faire le buzz, mais si tu moi me dis aussi, qu'il est pas mal, pareil. Non, je suis aussi très sceptique sur ce genre de bouquin, mais non, je recommande vachement. Je recommande vachement. Et Après, d'ailleurs, juste une évidemment, petite parenthèse, je crois que ils font chaque année, ils offrent chaque année des retraites en Indonésie. Je sais parce que j'avais fait des recherches par rapport à ça, des retraites pour les musulmans qui veulent faire le point sur leur vie et avoir des conseils un peu de productivité. Tu vois, c'est un peu de la méditation, de se recentrer d'accord. sur ses objectifs.
Et Ok, chaque année en Indonésie, parce que j'avais eu ça, parce que je suis pas loin depuis Singapour, et j'avais hésité à participer à une de ces retraites, mais malheureusement, oui, je travaillais à ce moment-là, et ça, je crois que c'est des retraites de 1 semaine environ. Et ok. donc ça peut être intéressant pour ceux qui écoutent, qui sont intéressés, qui sont anglophones. Bon, pour l'instant, c'est fermé, hein, dû au vol aux frontières, mais Ouais, peut-être qu'à ouais, l'avenir. ouais. Bon, ça va reprendre. Ça va reprendre à un moment. Ouais, ça reprendra. Bien évidemment, le Coran. Enfin, c'est une C'est telle évidence, mais en fait, number one, bien sûr, c'est pas toujours. toujours une évidence. Et en fait, on comprend pas forcément tout de suite. Euh, mais il faut se donner l'habitude. Et il faut le lire. Et il faut écouter. Faut Mm. écouter. D'ailleurs, Euh, on n'en a pas parlé, mais ouais. l'éducation islamique, tellement de choses à faire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et puis aussi à adapter à notre génération, quoi. On n'apprend pas de la même façon que nos parents ou nos grands-parents, tu vois. L'autre bouquin que j'ai trouvé intéressant, très américain, mais pour quelqu'un qui est naïf ou qui est candide ou qui se fait un peu avoir souvent ou qui veut un peu comprendre comment d'autres personnes qui sont dans des positions de pouvoir réfléchissent, tu as les 48 lois du pouvoir, 48 Laws of Mm. Power, Ouais, j'ai euh, entendu parler par, aussi. euh, par Robert Greene. Euh, Mm. une narration simple, facile à suivre. Tu peux prendre chaque chapitre individuellement et en tirer quelque chose. Tu n'as même pas besoin de lire le bouquin d'une traite en entier. Ça Mm. m'a vraiment. Je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Et puis, je t'en donne peut-être un petit dernier Vas-y. qui m'a paru sympa. Ceux d'entre vous qui sont dans le digital en général ou qui ont pour ambition de créer peut-être un jour une application ou un service en ligne, tu as un bouquin qui s'appelle Hooked, comment créer des habitudes par Nir Eyal. Et ce bouquin, c'est vraiment la référence dans ce domaine. Et il vient chercher les principes de la psychologie, des mécaniques qui font que les gens vont être amenés à revenir vers toi. Et du point de vue digital. Donc voilà. Après, il y a Il y des en a bouquins, pléthore, franchement, c'est des clair. super bouquins, il y en a pléthore. Mais disons que pour commencer, c'est déjà pas mal. Et puis se C'est donner des bonnes des habitudes, références. C'est des ouais, bonnes se donner références, des merci habitudes de beaucoup. lecture. Merci beaucoup. Bah, écoute, Abner Arabi, c'était très enrichissant comme échange. Je te remercie. Hein, le plaisir était le mien. Merci beaucoup à toi. C'était très agréable. Mhm. Puis j'espère que ça aurait été utile aussi. Si des gens veulent te suivre, suivre ton travail, est-ce que tu as certains liens à donner? Si on veut te contacter, si quelqu'un a des Oui, questions. Mm. bien sûr. Bah, n'hésitez absolument pas déjà à m'ajouter sur LinkedIn. Hein. Du point de vue professionnel, c'est ce qui marche le mieux. Je réponds en général assez rapidement. Vous pouvez me trouver avec mon nom. Je pense que tu l'écriras de toute façon Oui, bien sûr, je mets le lien en description. Mm. en podcast. Je suis pas très souvent sur les autres réseaux sociaux, mais ouais, je suis très accessible. Hein, vraiment, n'hésitez pas. Mhm. Ok, bah, écoute, c'est super. Plaisir de te rencontrer un jour, que ce soit à Dubaï ou autre part. Inch'Allah, à Dubaï, à Singapour ou à Paris, il y a aucun problème. Inch'Allah. Allez, je te souhaite une très belle soirée, une bonne semaine. Et à bientôt, Merci. Inch'Allah. Toi aussi. À Salam bientôt. alaikum. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage, c'est extrêmement important. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.